Dans le but de revitaliser le secteur du cinéma et de l'audiovisuel, le Togo dispose désormais d'un plan stratégique de développement couvrant la période 2025-2029. L'élaboration de ce plan stratégique s'inscrit dans un processus de réforme initié par l'adoption de 2 décrets structurants, l'un portant sur le Centre national du cinéma et de l'image animée, CNCIA, et l'autre fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Fonds national de soutien à l'industrie cinématographique et audiovisuelle, FONICA. L'ambition de ce plan est de faire du cinéma togolais un levier de développement culturel et économique. Parmi les priorités identifiées figurent la mise en place de modèles économiques viables pour le secteur, le renforcement des filières cinématographiques et de leur écosystème. L'on parle également de la création d'un cadre réglementaire et financier favorable à la production cinématographique et audiovisuelle. Enfin, il y aura la mise en lumière du CNCIA et la structuration de partenariats stratégiques avec des institutions de formation spécialisées. Pour la mise en œuvre réussie de ce plan stratégique, 3 leviers indispensables ont été évoqués. Il s'agit d'abord de l'engagement des acteurs du secteur, la créativité et la résilience des professionnels du cinéma togolais, tout en contribuant activement à la réussite de cette réforme. Le Togo a récemment lancé l'actualisation de son plan d'adaptation au changement climatique PNACC. Ce plan stratégique a pour objectif d'atténuer les impacts que peuvent avoir les changements climatiques sur le Togo. Le plan d'adaptation au changement climatique met l'accent sur des défis tels que les saisons pluviales irrégulières, la dégradation des terres agricoles et les risques accrus de catastrophes naturelles. Afin de pallier les anomalies climatiques, il faut adapter le PNACC aux réalités climatiques. C'est en ce sens que la directrice de l'environnement a souligné qu'il est essentiel de réévaluer les mesures prises, d'intégrer de nouveaux défis et besoins émergents et de proposer des initiatives pour aider les populations et les écosystèmes à s'adapter durablement. Notons que ce processus d'adaptation au changement climatique bénéficie du soutien technique et financier de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO. Selon le chargé de programme à la FAO, en matière de changement climatique, chaque vie compte et pour cela, un travail est fait pour identifier et valider des options d'adaptation prioritaires avec un accent sur leur financement. Rappelons que le plan d'adaptation au changement climatique a été validé en mai 2017 et il indique que le système climatique du Togo subit des modifications à grande échelle amplifiées par des facteurs naturels et humains. La consommation d'alcool, de cannabis et d'autres substances psychotropes par les jeunes au Togo prend de l'ampleur et devient préoccupant. Dans un récent rapport de l'enquête STEPS Togo sur les facteurs de risque des maladies non transmissibles, il ressort que la prévalence de la consommation d'alcool au sein de la population générale au Togo est de 62% contre 25% qui n'ont jamais consommé d'alcool. Dans les détails, l'alcool est plus consommé en milieu rural qu'urbain. Sur les 5 régions du pays, la prévalence de la consommation d'alcool dans les plateaux est plus élevée avec un taux de 74%. Elle est suivie de la région de Kara avec un taux de 66% et du Grand Lomé qui est de 63%. Le taux le plus bas s'élève à 49% et vient de la région centrale. Notons qu'il est aussi dit dans le rapport que des consommateurs ont déclaré consommer 6 verres ou plus d'alcool en une seule occasion. Eu égard à ces chiffres, il est clair que la consommation d'alcool connaît une forte croissance dans le pays. Aussi, faut-il dire qu'au-delà de l'alcool et des liqueurs, d'autres boissons traditionnelles et surtout la bière sont très prisées, surtout auprès de la jeunesse togolaise. Depuis plusieurs mois, des perturbations majeures dans la fourniture d'électricité secouent plusieurs localités du pays. Ces interruptions, causées par des difficultés techniques parfois au Nigeria, illustrent la fragilité du réseau électrique togolais, largement tributaire des importations d'énergie de ses voisins. Face à la situation, l'État togolais s'efforce de trouver une solution au niveau national. Ainsi, en plus des multiples actions déjà menées, s'ajoute un nouvel accord entre le Togo et la société américaine Nano Nuclear Energy.
En effet, il s'agit d'un accord pour la production d'électricité à la base de micro-réacteurs nucléaires. Il s'agit d'une technologie novatrice et prometteuse selon les autorités et cela se présente comme une solution idéale pour renforcer la capacité de production électrique du Togo, répondant ainsi aux besoins énergétiques croissants du pays. Rappelons que le taux d'accès à l'électricité estimé dans le pays est de 68% à la fin de l'année 2023. Le pays ambitionne d'atteindre la couverture universelle d'ici 2030. Avec son pantalon rouge vif et son bonnet de Père Noël sur la tête, Justine Singa s'active depuis ce matin au fourneau avec d'autres amis bénévoles. Dans ces immenses chaudrons, du poulet, du riz et des légumes destinés aux enfants du camp de Buhimba. On est de jeunes travailleurs humanitaires bénévoles. On prépare de la nourriture pour les enfants. On n'est pas payé, c'est notre volonté. On se met ensemble pour aider les enfants. Qu'ils aient la joie de fêter Noël, qu'ils ne se sentent pas seuls et qu'ils ne soient pas sans rien pour Noël. Ils sont des centaines d'enfants déplacés à vivre ici dans ce camp, loin de leur maison. Et leur nombre est en hausse constante ces derniers jours avec la poursuite des combats dans le territoire de Lubero, au nord de Goma. Ici, leur quotidien est synonyme de peur et surtout de privation. Depuis plus de 6 mois, les familles du camp sont privées d'aide alimentaire. Les repas se font rares, très rares. Alors cette distribution de Noël, quasi inespérée, parvient à ramener le sourire sur quelques visages. Sur ceux des enfants, comme sur ceux de leurs parents. Nous remercions Dieu et ce que font ces jeunes. Depuis que nous avons fui, nous n'avons jamais mangé un repas comme celui-ci. Nous sommes dans la joie de manger ensemble pour la fête de Noël. Pour célébrer dignement l'occasion, le Père Noël a également rendu visite au camp pour une tournée dans les travées des tentes et une rencontre avec tous les enfants. Pour faire la fête et danser. Un moment suspendu et un répit vital pour ces enfants qui ont subi et subissent toujours des traumatismes sévères. Entre combats, violences, exil, famine et pour certains, la perte de leurs proches. Ici, il y a des enfants en provenance de plusieurs villages, comme Sake, Minova, Kibumba et Rutshuru. On a réfléchi à comment leur venir en aide pour qu'ils ne passent pas cette fête de Noël 2024 dans un état de stress. Car de nombreux enfants ici, leurs parents sont morts pendant la guerre qui se déroule dans les territoires. Voilà. Aujourd'hui, c'était le moment d'être ensemble avec eux afin qu'ils oublient ce stress. 3 jours d'entraide, les 23, 24 et 25 décembre, pour nourrir, amuser et soigner ces enfants. Mais ici, comme dans les autres camps de déplacés autour de Goma, cette accalmie de Noël n'est qu'un mirage. Alors que les affrontements se poursuivent entre l'armée congolaise et les rebelles du M23 dans la région et provoquent de nouvelles vagues de déplacés. Un calme menaçant et l'odeur âcre des incendies s'éveillent de Noël à Maputo. La capitale du Mozambique a connu une nuit de violence et ce 24 décembre encore, des affrontements sporadiques avec les forces de sécurité. Dans les rues, les partisans de l'opposition restent ulcérés par la confirmation de la victoire du candidat du parti Frelimo. Nous demandons la prospérité, une chance pour nous les jeunes. Nous avons des enfants, D'autres enfants n'ont ni père ni mère. Comment font-ils pour survivre? Ils ne nous donnent pas de travail, ils ne nous donnent rien. Sommes-nous censés vivre ainsi? Les principales routes menant à Maputo sont bloquées. En ville, des boutiques ou des stations-service ont été attaquées et les magasins épargnés sont restés fermés. Des médias locaux signalent aussi des violences dans les villes de province. Depuis sa retraite secrète à l'étranger, l'opposant Venancio Mondlane a condamné les attaques sur les biens, mais maintient une ligne ferme. Je ferai ce que le peuple me dit de faire. J'irai où le peuple me dit d'aller. Bref, nous sommes avec le peuple du Mozambique. Les manifestations doivent continuer parce qu'il est prouvé que le régime est un régime illégitime, illégal, terroriste, qui fait tout ce qui est en son pouvoir pour massacrer son propre peuple. Ce n'est pas l'avis du Conseil constitutionnel qui a confirmé lundi la victoire du candidat Frelimo, Daniel Francisco Chapo, avec 65,17% des voix. À l'annonce de sa victoire, celui-ci a choisi un ton conciliant.
Je le répète, nous continuerons à dialoguer avec tous les Mozambicains de toutes les couches sociales, les chefs de communauté, les chefs religieux, les associations de jeunes, les associations de syndicats, les enseignants, les infirmières, les secteurs publics et privés. Toutes ces couches sociales sont importantes pour le développement du pays et ces dialogues seront notre base. 2 mois de manifestations depuis le scrutin présidentiel du 9 octobre et au moins 130 morts selon une ONG n'ont pas réussi jusqu'à maintenant à remettre en cause ce résultat. C'est un passage obligé avant de partir sur les routes d'Addis Abeba. Ce chauffeur de taxi jette un œil au moteur de sa vieille Lada pour être sûr qu'elle va tenir le choc une journée de plus. C'est un modèle de 1987. Et je n'ai que 3 ou 4 ans de plus qu'elle. Si le moteur tombe en panne, je n'ai pas les moyens de le réparer. Ça coûterait 40 000 à 50 000 birres, mais la voiture, elle, ne vaut que 60-70 000 birres. Des réparations qui coûteraient entre 300 et 375 € pour une voiture qui en vaut moins de 500. Alors que Tesfaouna Sefa gagne 4 € par jour. Il s'agit donc pour lui de bichonner au jour le jour son outil de travail. La Lada est le véhicule emblématique de l'époque soviétique. Elle a connu ses heures de gloire en Éthiopie dans les années 1970-80, lorsque le pays était dirigé par le Derg, un régime militaire d'inspiration marxiste, alors proche de Moscou. Mais la Lada disparaît des rues d'Addis Abeba. Il est de plus en plus difficile de se procurer des pièces détachées. Le taux de change élevé avec le dollar a rendu l'importation de pièces détachées de plus en plus chère. Par conséquent, les voitures sont souvent démontées pour en faire rouler d'autres. Par exemple, les voitures garées derrière moi sont récupérées juste pour les pièces détachées. Pour réparer cette voiture, je récupère des composants de véhicules démontés car les pièces neuves ne sont tout simplement pas disponibles. Les Lada restent les reines du marché d'Addis Abeba. Leurs chauffeurs ne rechignent pas à embarquer des kilos de fruits et légumes sur le toit. Il existe des voitures modernes qui offrent des services de type VTC, mais elles servent à quoi? Seulement au transport de personnes. Elles ne sont pas utilisées pour transporter certains matériaux ou des biens. Les Lada, si. Elles sont encore très utiles. La fin d'une époque en Éthiopie, d'autant que l'État veut se débarrasser des véhicules les plus polluants. Il bannit depuis cette année l'importation de véhicules thermiques. Tous les vendredis soirs, les murs du mythique hôtel des 1000 collines de Kigali vibrent au son des tambours des Inoré. Cette danse, autrefois exécutée par les guerriers, fait aujourd'hui partie intégrante de la culture rwandaise. Et à l'approche des fêtes, les danseurs comme Ismaël sont sur scène presque tous les soirs. Pour les Rwandais, notre danse représente la joie, car ça leur rappelle leur héritage, d'où ils viennent, les guerriers d'autrefois. Pour les étrangers, c'est la joie de voir comment les anciens guerriers rwandais étaient habillés, comment ils dansaient avec la musique, les sauts, les tambours, mais aussi des mouvements comme ceci. C'est justement à cause de la complexité de l'art qu'est la danse des Inoré que l'UNESCO l'a reconnue comme patrimoine immatériel. Dans ce gymnase du centre-ville de Kigali, les Inoré du ballet national, considérés comme les meilleurs du pays, s'entraînent sous le regard de Massamba, qui attendait cette reconnaissance de l'UNESCO depuis des décennies. Chaque fois quand on sort avec le ballet national, on sort avec le premier prix. Tout ça, ce sont des astuces qui peuvent quand même démontrer que l'Intoré devrait être dans l'héritage de l'UNESCO depuis très longtemps. Pour que la tradition des Inoré perdure, dans ce préau, tous les week-ends, ils sont des centaines de jeunes à venir prendre des cours avec Léonard, professeur de danse depuis 15 ans. Pendant le génocide, nous avons pensé qu'on allait perdre cette pratique culturelle. Mais aujourd'hui, c'est devenu chose impossible, car nous la transmettons aux nouvelles générations. Une nouvelle génération qui se rêve déjà en guerrier Inoré. Mon rêve, c'est d'un jour pouvoir porter le bouclier et la lance des Inoré.
Comme ça, plus tard, je serai un soldat de la danse. Pour que son désir devienne réalité, Shukuru va devoir s'entraîner encore des années, car il faut en moyenne avoir 17 ans pour danser avec l'attirail complet d'un Énoré. La Russie plie bagages en Syrie. Des avions russes chargés de matériel ont quitté l'aéroport de Kamishli dans le nord-est du pays. Hélicoptères démontés, équipements embarqués, des images satellites le confirment. À l'attaquer sur la côte ouest, même constat, les forces russes sont évacuées. Même scénario également à Raqqa, où Moscou abandonne ses bases stratégiques. L'avenir de Tartous, port clé en Méditerranée, reste quant à lui incertain. Moscou cherche à préserver cette position tout en explorant d'autres options. Ce retrait russe de la Syrie intervient 2 semaines après la chute de Bachar el-Assad, renversé par une offensive éclair des insurgés. Selon les experts, perdre la Syrie, c'est plus qu'une défaite militaire pour Moscou. C'est un coup porté à ses ambitions sur la scène internationale. Mais la Russie ne renonce pas, elle se repositionne déjà, les yeux rivés sur la Libye, qui pourrait devenir le nouveau pivot de sa stratégie, avec des bases militaires offrant un accès direct à l'Afrique et une position stratégique face à l'Europe. L'épave du vol de la compagnie aérienne Azerbaijan Airlines assurant la liaison entre Bakou, la capitale azerbaïdjanaise, et Grozny en Tchétchénie. L'appareil s'est écrasé mercredi dans la ville d'Aktaou, au Kazakhstan. Il transportait 67 personnes, dont 5 membres d'équipage. Le ministère kazakh des situations d'urgence a déclaré qu'au moins 30 personnes sont mortes, alors que 32 ont survécu à l'accident. Mais le bilan pourrait évoluer. Les causes du drame n'ont toujours pas été élucidées. En Haïti, l'ouverture du principal hôpital de Port-au-Prince, fermé en février dernier, tourne au drame. La cérémonie prévue mardi a été attaquée par des gangs, faisant 3 morts, 2 journalistes et un policier. Plusieurs autres personnes ont été blessées. Le président du Conseil de transition promet une riposte après cette tragédie qui endeuille le pays en cette période de Noël. Pour le Conseil présidentiel de transition, ça qui passe aujourd'hui. Au nom du Conseil présidentiel de transition, nous condamnons ce qui s'est passé aujourd'hui, jour de Noël, à l'hôpital général où des membres de la population, des journalistes et des policiers ont été attaqués. Nous adressons nos sympathies aux familles, à la police nationale d'Haïti et à l'association des journalistes. Cet acte ne restera pas impuni. Cet acte est attribué à la coalition Vive Ensemble, Vivre Ensemble, responsable par ailleurs de l'incendie contre un hôpital privé de Port-au-Prince la semaine dernière. Début décembre, au moins 200 personnes ont été tuées lors d'une attaque menée par un gang en Haïti.